Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le plus gros paquebot du monde heurte un iceberg et coule en à peine plus de 2h30 en plein Atlantique Nord, emportant avec lui 1500 personnes. Parmi les victimes se trouvent de nombreuses personnalités du monde des affaires, des arts, des lettres et de la politique. Même s'il est moins médiatisé que son jumeau l'Olympique, mis en service l'année précédente, le Titanic ne fait donc pas exception. Les journaux l'ont décrit sous tous les angles et ne manquent pas de suivre son succès avec attention. La nouvelle du drame, alors que se trouvent à bord de nombreux noms connus, est donc accueillie comme un choc. D'autant plus que, technologiquement parlant, le Titanic représente alors ce qui se fait de mieux. Déjà en 1909, après une collision très violente, le République avait coulé en une quarantaine d'heures, laissant le temps aux secours de venir. Le temps des drames semblait donc révolu. Autant dire que lorsque dans la nuit du 14 au 15 avril, les stations radio terrestres américaines commencent à capter les appels de détresse du Titanic, équipés d'un puissant appareil de TSF, les opérateurs sont sceptiques. À bord du navire, membres d'équipage et passagers restent sereins pendant la plus grande durée de l'événement tant le danger semble improbable. À terre, peu de monde s'alarme de la situation. Quand, juste après 2h du matin heure locale, le Titanic cesse d'émettre, les choses ne semblent pas forcément plus inquiétantes. Il pourrait s'agir d'une panne, peut-être. Pendant quelques heures, le silence devient de plus en plus terrible et pesant. Les navires alentours avaient, pour la plupart, des radios bien plus faibles et le Carpathia, premier arrivé sur les lieux, ne pouvait pas prévenir lui-même le continent du fait qu'il n'avait récupéré que 700 personnes. Press tente de contacter le vice-président de la compagnie en pleine nuit, mais celui-ci vient tout juste d'apprendre la nouvelle et tombe des nues. La plupart des journaux prennent donc le parti de la sécurité. Ils titrent sur l'accident en expliquant pour les plus prudents que le navire est en train de couler en faisant le bilan des informations déjà connues sur les passagers et les messages reçus. D'autres supposent et affirment que le paquebot a reçu des secours et est remorqué vers le Canada. C'est finalement en milieu de matinée que le rédacteur en chef du New York Times, Carl Van Anda, décide de produire l'une des unes légendaires de son journal, annonçant en fin de matinée que le Titanic a coulé. En fin d'après-midi, le 15, la nouvelle du naufrage parvient enfin à la White Star Line, dont le vice-président annonce la sinistre nouvelle à la presse. Comme il le raconte plus tard, il n'a pas le temps de finir sa déclaration que la salle est déjà vide. Tous les journalistes ont fui vers le téléphone le plus proche pour être les premiers à transmettre l'info à leur rédaction. À l'époque, évidemment, l'absence d'internet et de communication internationale instantanée rendait la propagation des nouvelles difficile. En France, il faut donc attendre encore un peu pour que la nouvelle soit vraiment confirmée. Plusieurs jours après le drame, les journaux les moins bien informés continuent à dire que le Titanic est remorqué vers Halifax. Les noms des survivants n'est pas une chose facile. D'ailleurs, ça n'est qu'assez récemment que les chercheurs ont pu finir par établir des données quasiment exactes de qui se trouvait à bord et qui a survécu. Les listes n'étaient pas aussi précises et claires que de nos jours. Et pire encore, la transmission des noms des survivants devait se faire par morse, après avoir fait l'appel à bord du Carpathia. Ajoutez à ça que l'opérateur du Carpathia venait de passer une nuit blanche pendant le sauvetage et qu'il était assisté par un opérateur rescapé du Titanic qui avait pour sa part les chevilles gelées après avoir passé une partie de la nuit les pieds dans l'eau glacée, et l'opération devient encore plus compliquée. Si vous considérez, en prime, que le Carpathia devait passer par le biais d'un croiseur américain qui devait répéter ses paroles avant de toucher terre, qu'a fait le tour du monde. Celui de 2 enfants français, Michel et Edmond Navratil, âgés de 4 et 2 ans. Leur père venait tout juste de les enlever à leur mère après une séparation difficile. Il avait décidé de les emmener sous un faux nom jusqu'en Amérique où il souhaitait refaire sa vie. Or, Michel Navratil, père, n'a pas pu embarquer dans un canot et seuls ses enfants ont été sauvés. Ils ne connaissent que leur surnom, Lolo et Monmon, et personne ne connaît leur identité réelle puisque leur père voyageait sous un pseudonyme. La presse relaie rapidement leurs photos jusqu'en France, et dans le mois qui suit, leur mère les identifie et gagne les États-Unis pour les récupérer. En 2001, Michel Navratil s'éteint en étant le dernier rescapé masculin du Titanic. Et sa fille, Elisabeth, a écrit dans plusieurs livres l'histoire familiale. Si cette histoire finit bien pour Michel, elle n'a pas eu que de belles fins. À l'époque, informé dans la presse américaine que 2 enfants français attendaient à New York, Franck Lefebvre, un Français immigré aux États-Unis, s'y rend aussi vite qu'il le peut. Sa femme et ses 4 enfants étaient en 3e classe sur le Titanic. Mais malheureusement, il découvre qu'aucun des 5 n'a survécu,
Et pour couronner le tout, son immigration étant illégale, il est renvoyé en France où il termine sa vie dans les mines du Pas-de-Calais auxquelles il espérait échapper. Candidat de choix est tout de suite vu en la personne d'Harold Bride, l'opérateur radio rescapé du Titanic qui était l'une des liaisons du Carpathia avec la terre ferme. Peu avant l'arrivée des rescapés à New York, il est informé par son entreprise, la Marconi Company, que le New York Times est prêt à acheter son témoignage pour une somme assez confortable. Lorsque le Carpathia arrive à quai, et alors que les entrées sont très surveillées, un journaliste s'infiltre jusqu'à la salle radio en accompagnant Guglielmo Marconi, venu lui-même féliciter ses opérateurs. Le récit, très détaillé et émouvant, est publié dès le lendemain en une. Un autre journaliste est aux premières loges. Carlos F. Heard, qui travaille pour le St. Louis Dispatch, a la chance de voyager à bord du Carpathia lorsque celui-ci vient secourir les passagers et il s'empresse alors d'interroger tous ceux qu'il peut. Bien évidemment, le capitaine du Carpathia ne l'entend pas de cette oreille et prive Heard et sa femme de tout support d'écriture. Il racontera plus tard qu'ils avaient dû user de tous les stratagèmes pour pouvoir écrire sur ce qui leur restait, comme du papier toilette. À leur arrivée dans le port de New York, la légende familiale des Heard veut que le couple reçoit l'aide d'un marin rebelle pour jeter par-dessus bord un paquet contenant toutes les interviews qui est ensuite récupéré par un remorqueur et emmené au plus vite à la rédaction. Le soir même, le récit de Heard est à la une. Chevret, un passager français, est ainsi cité racontant avoir vu le capitaine Smith se tirer une balle dans la tête. Mais ça, c'est impossible. Chevret a quitté le navire dans le premier canot parti, bien avant la dernière fois où Smith est vu en vie. A-t-il menti? Probablement pas. Il dément dans la presse avoir tenu ce genre de propos. D'autres journaux se livrent, eux, à une escalade de spectaculaires. Des explosions, un navire brisé en deux sous le choc de la collision, et d'autres fantaisies sont publiées. Le cas le plus fascinant est certainement celui du témoignage de Louis Klein, un habitant de l'Ohio, qui raconte avoir été membre d'équipage à bord du Titanic et témoigne que tout l'équipage était raide lors de la collision. Lorsque ces propos arrivent aux oreilles du sénateur qui mène l'enquête américaine sur le naufrage, Klein est évidemment convoqué et escorté jusqu'à Washington par un marshal. Il disparaît mystérieusement de son hôtel le matin de son audition, s'enfuyant discrètement pour ne pas se parjurer devant la commission. Comme le Titanic transportait des passagers américains et que l'équipage est encore sur le sol américain, un sénateur du Michigan nommé William Alden Smith, aucun lien avec le capitaine, obtient de tenir une commission interrogeant les membres d'équipage pour déterminer les causes du naufrage. Le souci ? Smith ne connaît absolument rien à la marine et pose de nombreuses questions naïves qui font de lui la risée de la presse britannique. Inutile de vous dire que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, même si en réalité, Smith est bien moins stupide qu'il le laissait croire et tire des conclusions pleines de bon sens sur la sécurité en mer. Dans de la compagnie, Joseph Bruce Ismay se trouvait effectivement à bord et a le malheur de survivre au naufrage. Avant même d'avoir atteint New York, il est donc la cible d'une campagne de diffamation qui n'a absolument rien d'innocente. L'un des plus grands patrons de presse américains, William Randolph Hearst, ne peut tout simplement pas le blairer depuis que des années auparavant, Ismay a refusé de lui donner en personne des informations sur sa compagnie. Cet ego blessé forge en retour la figure de Brute Ismay, comme on le surnomme, qui aurait fait des pieds et des mains pour que sa vie soit sauvée en premier, qui aurait lancé le Titanic à toute vitesse pour battre des records, bref, qui aurait agi de façon criminelle. Cette vision était appelée à un grand avenir, puisqu'on l'a retrouvée dans les années 1940 dans un film de propagande nazie et jusque dans le célèbre film de James Cameron. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, les reproches faits à Ismay reposent sur peu de faits. Oui, il sauve sa vie, mais en partant dans un des tout derniers canots qui n'était d'ailleurs pas plein. Et il est donc impossible de lui reprocher d'avoir sauvé sa vie au détriment d'autres gens, d'autant que plusieurs témoignages ont par ailleurs rapporté qu'il avait aidé à l'évacuation autant que possible. Mais la presse d'hier, comme aujourd'hui, se soucie peu des faits. Et il est plus facile de brocarder un personnage plutôt que de remettre en question des pratiques généralisées par toutes les compagnies. Dès le mois de mai, un passager de deuxième classe, Lawrence Bisley, publie un livre copieux racontant de façon détaillée son récit du naufrage. Professeur de sciences, Bisley dissèque l'événement avec méthode et est, encore aujourd'hui, une source précieuse. La même année, un autre rescapé, le colonel Archibald Gracie, également historien amateur déjà auteur d'un livre sur la guerre de sécession, s'échine à rassembler des témoignages pour compléter le sien et publier The Truth About the Titanic. Il meurt malheureusement avant la publication, probablement des suites de son expérience difficile lors du drame. Mais son ouvrage est aussi une référence. Plus loin.
Cartes postales, brochures et même partitions musicales et chansons sont produits pour rendre hommage au drame avec plus ou moins de bon goût. Et dès le mois de mai, alors que des navires s'affairent encore à repêcher des corps dans les eaux de l'Atlantique Nord, un premier film sort, Save from the Titanic, rescapé du Titanic, avec en vedette l'actrice Dorothy Gibson, elle-même rescapée du Titanic, et qui portait dans le film la même robe que la nuit du naufrage. Un poil glauque quand même. Dans ce film muet d'une dizaine de minutes, Gibson joue son propre rôle d'une jeune femme racontant sa survie à ses parents et son fiancé. Et l'ensemble est accompagné d'images tournées pour les actualités, mettant en scène le capitaine Smith et l'Olympique. Bien malheureusement, cette pièce historique a disparu dans l'incendie des studios Éclair en 1914, et il n'en reste que des photos promotionnelles. Mais dès l'été 1912, un autre film bien plus ambitieux est tourné en Allemagne. D'une longueur de 40 minutes, assez exceptionnelle pour l'époque, il représente l'histoire du navire de son départ, tourné sur un paquebot allemand à quai, au naufrage. Le tout est fortement romancé et pose déjà certains points de la légende du Titanic. Longtemps pensé perdu, lui aussi, il est retrouvé dans les années 1990. Le 17 avril, un mystérieux télégramme circule, laissant croire que la White Star Line a menti en dissimulant le naufrage pour mieux réassurer le navire. Chose impossible car aucune assurance n'aurait pu prendre ce genre de risque et aucune preuve ne peut corroborer la provenance du message. Mais qui alors a pu l'envoyer ? Et que dire de toutes les rumeurs de prémonition qui ont circulé ? On ne compte plus les personnes qui sont censées avoir annulé au dernier moment leur voyage. Aujourd'hui encore, bien des histoires souvent enjolivées sont reprises par des émissions d'amateurs de paranormal. Dans les années qui suivent le naufrage du Titanic, les imposteurs sont légion, donnant même des interviews à la radio pour les plus audacieux. Certains parviennent même à tromper des historiens confirmés. Lorsqu'en 1999, une maison d'édition française publie un disque de témoignages oraux, on y trouvait ainsi 3 imposteurs passés sous le radar, dont un qui racontait qu'il avait survécu en montant sur l'iceberg.